Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Y'en a marre à l'écoute de l'autorité administrative pour sa manifestation de demain. D'après une source contactée par RFM, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. C'est parce que le pouvoir reste convaincu que les yanamaristes n'ont plus la capacité de beaucoup mobiliser. Élection législative des juillet prochain, Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Elentine en discussion pour faire cause commune. Cela pourrait aboutir d'après le leader de PASTEF. Taximens en danger aux heures avancées de la nuit, leurs vies sont en péril. Un d'entre eux a été agressé hier et son véhicule volé. Et pour assurer leur sécurité, certains ont cherché une arme blanche. D'autres par contre préfèrent garer leur véhicule. Reportage dans ce midi. Dans ce midi, le portrait d'une grande couturière. On s'intéresse à Fatou Mor Gueye. C'est elle qui confectionne depuis 40 ans les tenues des corps militaires et paramilitaires pour les défilés du 4 avril. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Les Gambiens aux urnes depuis ce matin. Première élection législative depuis le départ de Yaya Jammeh du pouvoir. Les électeurs sont sortis nombreux à l'intérieur du pays pour élire leurs députés. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial. Opération conjointe entre soldats du Burkina Faso et du Mali à la frontière entre les deux pays en croisade contre les terroristes. Vers la fin du procès des disparus du Novotel, des militaires à la barre ailleurs au Burkina Faso, attendu également dans la journée le verdict du procès d'une vingtaine de militaires. Le parquet de Ouagadougou a requis des peines de prison allant de 2 à 20 ans de prison ferme. Les titres sport avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Antoine, nous allons parler de football. Le Sénégal qui perd 2 places dans le classement FIFA du mois d'avril. Mais les Lions restent deuxième en Afrique derrière l'Égypte. Le Brésil détrône l'Argentine à la première place mondiale. La Guinée-Bissau, 25e africain, veut retourner à la CAN après la première expérience en 2017 au Gabon. Match amical contre le Sénégal. C'est le vœu du président de la Fédération bissau-guinéenne de football que vous entendrez. Et puis beach soccer, nous allons parler du regroupement fermé des Lions qui se poursuit à Toubab Dialawa. À suivre la chronique d'Abdoulaye Ndiaye comme tous les jeudis, point de vue sur la polémique autour de la manifestation d'Y'en a marre et de la contre-manifestation du secrétaire d'État à la communication. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, cette tentative de braquage à Touba Darou, c'était vers 4 heures du matin. Les bandits voulaient opérer à l'agence de Microcred. Il y a eu échange de tirs entre eux et les éléments de sécurité. Mohamed Jadiop. N'eût été la présence rapide et dissuasive des forces de sécurité, les caisses de l'agence Microcred de Touba Darou Khoudoss allaient être délestées de plusieurs millions ce matin. En effet, c'est aux environs de 4 heures du matin que les bandits, à bord d'une voiture volée à la société Tigo d'après nos sources, ont débarqué à Touba Darou Khoudoss pour cibler l'agence Microcred. Ils n'ont pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit, tant les forces de sécurité, police et gendarmerie avisées très tôt ont rappliqué promptement. À leur arrivée, ces éléments de la police et de la gendarmerie, il s'en est suivi un échange de tirs nourris avec les bandits avant qu'ils ne battent en retraite, laissant derrière eux leur véhicule 4x4 volé à la société Tigo et un fusil. Une enquête est ouverte par la police de Janatou Mahwa après les 2 bandes démantelées il y a quelques semaines par ces mêmes éléments du commissariat spécial de Touba. Il semble que la trêve sécuritaire de quelques jours est désormais rompue. Mohamed Jodiop, Touba RFM. La sécurité des conducteurs de taxi en question cette nuit. Un jeune taximan a été agressé aux environs de 22 heures et son véhicule emporté. Cela s'est passé à Liberté 6. En réalité, ce sont les vies des taximens qui sont en danger à certaines heures de la nuit. Et pour se sécurité, il y en a ceux qui possèdent une arme blanche. D'autres préfèrent ne pas rouler et garer leur véhicule tout simplement. Reportage
Anna Rocha. Dialé Gaysen est traumatisé par ce qui lui est arrivé hier. À 34 ans et après 10 ans de métier, c'est la première fois qu'il subit pareille attaque. Il en parle, les yeux rougis par l'émotion. J'étais à la station d'essence sur le point de démarrer lorsque 3 gaillards m'ont interpellé. Et comme ils allaient dans la direction de ma maison, j'ai accepté de prendre la course. Mais à peine franchi le rond-point, l'un d'eux m'a étranglé. L'autre a pris mes sous et mon téléphone portable. Ensuite, ils m'ont éjecté de la voiture avant de s'enfuir. Saliou, un autre chauffeur de taxi rencontré sur les allées du Centenaire, refuse lui de circuler la nuit, sauf peut-être le week-end, mais jamais sans précaution. Ah, les armes, c'est devenu nécessaire dans notre métier car on ne sait pas qui on peut rencontrer. J'ai un gourdin dans ma voiture, mais pour le moment, c'est juste par mesure de sécurité. Les armes blanches, pas tellement efficaces face à des agresseurs plus forts physiquement. Mamadou Diop baigne dans le milieu depuis 1982 et pour lui, il vaut mieux éviter d'accepter certains clients dans son taxi. Moi, dès que tu ne m'inspires pas confiance, je te demande de descendre et d'aller chercher un autre taxi. Je trouve toujours un prétexte pour ne pas les amener à destination. Après 35 ans de métier, Mamadou Diop a aussi décidé de ne plus rouler au-delà de 19h. La prière du crépuscule le trouve le plus souvent chez lui, auprès de sa famille. La prudence est mère de sûreté. Anna Rocha, les précisions du directeur adjoint de la protection et de la surveillance de la pêche, c'est à propos de 15 pêcheurs repêchés par la Marine nationale. Il n'en est rien, a dit Adama Faye à El Hadj Daouda Diouf. Je vous précise que nous assurons une veille permanente en collaboration avec la Marine nationale et nos structures déconcentrées, mais à notre niveau de connaissance, cette information n'est pas avérée. Je vous répète et je réitère que c'est une fausse information et nous regrettons vraiment la diffusion de pareilles informations parce que quand même les accidents en mer, c'est des situations très douloureuses avec un nombre aussi élevé de 16 personnes de corps qui ont été repêchés. Je pense que les gens doivent savoir raison garder avant la diffusion de telles informations. Les populations de plusieurs quartiers de Rufisque ont manifesté pour dénoncer le manque d'eau permanent auquel elles sont confrontées depuis des semaines. Elles disent être fatiguées de vivre cette pénible situation. Isidore Alexandre Sen. Le rond-point des HLM à Rufisque a servi de lieu de rassemblement pour les habitants des cités radio, cités millionnaires HLM entre autres, pour manifester leur colère face à la pénurie d'eau, devenue une rengaine dans ces quartiers. Dans un mois, aucune goutte d'eau n'a coulé sur nos robinets. On a saisi la S2 à maintes reprises. Ils ne connaissent pas la voie légale. Les cités HLM, cités radio, imprimerie, cités Mex, j'en passe, n'ont pas reçu une seule goutte d'eau. On achète de l'eau. L'eau est un luxe ici et pourtant les factures de la SDE deviennent de plus en plus salées, dénoncent les consommateurs. À les en croire, il n'est plus question de payer l'eau qu'ils n'ont pas consommée. Dans ces quartiers d'extension de la vieille ville, même les postes de santé sont touchés par le manque du liquide précieux. Tout le monde a besoin d'eau, mais à plus forte raison, en raison de santé, si même la maternité ne peut pas avoir de l'eau, là vraiment ça devient dramatique. Les sages-femmes sont là, quand les femmes doivent accoucher, elles n'ont pas assez d'eau. Tout le monde sait que l'eau est vitale. On ne peut pas imaginer une vie sans eau. Ça c'est vraiment extrême. Ici on parle de 2 mois. Nous on est là depuis presque 10 ans. Mais depuis presque 10 ans, ici l'eau coule entre 2h et 5h du matin. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est parce que depuis 2 mois, une seule goutte, aucune goutte d'eau ne coule de nos robinets. Aucune goutte d'eau. Les manifestants promettent de se faire entendre désormais tous les jours. Les autorités manquent de considération à leur égard, disent-ils. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. Les sinistrés du pavillon vert du CICES ne sont toujours pas indemnisés. Les rencontres avec le secrétaire général du CICES n'a rien donné. C'est ce qu'a dit leur porte-parole Alpha Amadou Thiam au téléphone de Binta Diallo. Après avoir attendu 14 mois sans indemnisation, aujourd'hui on a jugé nécessaire, ce sont les femmes même du collectif qui ont jugé nécessaire de rencontrer le directeur général du CICES et le secrétaire général pour vraiment demander l'indemnisation immédiate et sans délai des sinistrés du CICES. Parce qu'aujourd'hui,
les Maliens ont été le président malien Ibrahima Boubacar Keïta, après avoir attendu et que vraiment le dossier n'avance pas, a débloqué 100 millions de francs CFA pour l'offrir aux sinistrés maliens. Et ça, on le dit et en tant que patriote, en tant que Sénégalais, ça n'honore pas le Sénégal. Le Sénégal ne devait pas attendre ça. Donc on a attendu 14 mois sans être indemnisé. On le dénonce et on attend vraiment la réaction du président de la République. Parce qu'il a donné des instructions et le Premier ministre, ils ont donné des instructions pour que les sinistrés soient indemnisés. Et jusqu'à présent, il y a des va-et-vient, le dossier est en paix. Jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire la date exacte de l'indemnisation des sinistrés du CICEF. C'est ça le problème. Parce que les banques aujourd'hui nous acculent et tout ça, vraiment, ça n'honore pas le Sénégal. Il est 12h10, vous suivez le grand journal. RFM 94.0, la radio en puissance. La manifestation de Y'en a marre prévue demain devrait être autorisée. C'est ce que nous ont confié des sources administratives. Les raisons avancées que le pouvoir reste convaincu que le mouvement ne peut plus mobiliser beaucoup de monde. Daouda Diouf. De sources proches du ministère de l'Intérieur, on apprend que l'autorité administrative pourrait accorder aux animateurs du mouvement Y'en a marre le demande de manifestation devant le monument de la place de la Nation, communément appelé place de l'Obélisque. Les autorités étatiques, pour mettre à nu ce mouvement, auraient décidé de lui accorder une autorisation au détriment de la demande introduite par le responsable de l'APR, le secrétaire d'État à la communication Yaham Mbaye. Même si ce dernier, sur le plan du droit administratif, devrait être autorisé à manifester parce que tout simplement étant le premier à déposer au niveau de la préfecture une demande. Mais voulant finir avec ce fardeau qui est le mouvement Y'en a marre, le gouvernement qui a activé ses réseaux de renseignement s'est dit convaincu que Fadel Barro, Thiat, Fou Malade et compagnie n'ont plus de crédibilité populaire, surtout avec une cassure dans le rang. Avec ce mouvement peint comme politique plutôt que patriotique par le régime, on ne peut pas donc mobiliser 500 000 manifestants. Avec cette probable autorisation, le mouvement Y'en a marre va devoir jouer sur sa crédibilité. Est-ce que le mouvement de 2012 sous le régime du président Abdoulaye Wade est-il toujours dans les cœurs des Sénégalais? Mais le dernier mot pour l'autorisation ou le rejet de la demande de la manifestation de Y'en a marre nous viendra du palais présidentiel et non du côté du ministère de l'Intérieur et moins de la préfecture de Dakar. Élection législative de juillet prochain, va-t-on vers la mise en place d'une coalition qui va regrouper le parti d'Abdoul Mbaye, Pastef d'Ousmane Sonko et le mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail d'Elentine? Des discussions sont en tous les cas engagées. C'est ce que confirme Ousmane Sonko, selon le leader de Pastef, les Patriotes. La dynamique est bonne et il y a de fortes chances que les discussions aboutissent. Même si des difficultés ont été notées, Ousmane Sonko interrogé par Georges de Diop. Ces rencontres devaient être pour le moment assez secrètes puisque c'est des discussions. Effectivement, il y a des discussions, vous savez, à la veille des élections, c'est des contacts tous azimuts où les gens essaient de trouver les bonnes combinaisons. Et nous étions déjà dans une coalition qui s'appelait les Forces de l'Espoir, mais qu'on avait rebaptisé Sam Lignobok, Alternative Solidaire, qui regroupait 6 partis politiques. Et au moment où nous concluions nos discussions pour annoncer l'existence de la coalition au Sénégalais, éventuellement même les investitures, il y a eu d'autres acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, mais également des partis politiques, qui ont souhaité entretenir des discussions avec nous pour voir dans quelle mesure il serait possible d'élargir le plus possible cette coalition-là. Évidemment, ces discussions sont en cours et je crois que incessamment nous arriverons à terme, Inch'Allah. Y a-t-il des chances pour que cette coalition soit mise sur pied? Ben, si je ne pensais pas qu'il y ait des chances, on ne serait pas encore Donc en train les choses de discuter. avancent. Voilà, ça avance lentement avec toutes les difficultés maintenant inhérentes à des discussions de ce genre. Vous savez qu'on est bien au Sénégal et nous en tenons compte. J'espère qu'on trouvera en tout cas un large accord avec le maximum d'acteurs possibles pour mettre en place une coalition solide. Certains réclameraient la première place de la liste nationale, c'est le cas du côté d'Abdoul Mbaye. Elentine qui voudrait être à la tête de cette coalition au regard de son parcours politique. Je ne suis pas informé de tout ce que vous nous annoncez. J'avoue que je ne participe pas moi personnellement directement puisque nous sommes dans une coalition et que nous avons désigné des représentants. Mais les comptes rendus que j'en ai ne font pas état des informations que vous nous donnez. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Reportage à Yeumbeul Nord. Cette commune est l'une des plus enclavées de Pikine, pas de route secondaire. L'unique chaussée qui la traverse ne peut pas contenir le flux de véhicules. La mairie annonce la construction de routes. Les 1000 mots de Yeumbeul Nord dans ce reportage de Salif Sow.
Ce jeune homme est chauffeur de taxi clandestin. L'axe chaotique station Yeumbeul Camp Marin. L'automobiliste connaît. Nos véhicules passent plus de temps chez les mécaniciens que sur la route. L'axe station Yeumbeul Camp Marin est impraticable. L'autre manche, c'est la route de Yeumbeul. De 19h à 22h, il y a d'énormes bouchons. La route principale des deux Yeumbeul Nord et Sud sera bientôt élargie, a rappelé le maire de la commune. Selon Daouda Ndiaye, d'autres routes secondaires sortiront bientôt de terre. Cette bretelle qui va de la station Yeumbeul à la VDN 3 en passant bien évidemment dans la cité Asegna avec 2 km 400, c'est un linéaire quand même assez important. L'axe route des Niayes, Talibou Khonk, marché Fardoumbia, Komiko en passant par Mosquée Barak, mais aussi marché Fardoumbia, pharmacie Segandaou, Areya Oudjal, terminus 82, Djoma Paul Fouta, donc la ceinture de la cité Komiko. Il y a la route de la Marine qui est démarré. Mais l'édile n'a pas avancé de délai. Ce sont de vieilles promesses selon ce riverain de la route Camp Marin qui n'en peut plus. Lui craint pour sa santé. Vous voyez, la poussière s'invite chez cette gargotière. Comment pouvons-nous respirer la forme avec ça? Ce n'est pas possible. La poussière et la bonne santé ne font pas bon ménage. Nous sommes tous enrhumés. C'est d'ailleurs mon cas. 205 000 âmes se réveillent dans cette populeuse commune au tissu urbain qui ne tient qu'à un fil. Seule la route principale est goudronnée. Salif Sou, Yeumbeul Nord, Radio Futur Média. Le 4 avril est certes derrière nous, mais nous sommes allés à la rencontre d'une dame qui profite bien de la fête de l'indépendance. En fait, cette couturière du nom de Fatou Mor Gaye confectionne depuis une quarantaine d'années les tenues des corps militaires et paramilitaires. Awambaye nous dresse son portrait. Tous les corps armés, par exemple gendarmerie, police, sapeurs-pompiers, marine, garde rouge. Elle fait partie des pièces maîtresses du défilé traditionnel du 4 avril. Fatou Mor Gaye confectionne les beaux uniformes avec lesquels les soldats marquent fièrement le pas sur le boulevard du Centenaire. Une tâche qu'elle accomplit depuis une quarantaine d'années. Je pense si les autorités reconnaissent votre compétence, c'est un argument de taille pour faire partie des fils du pays qui ont un savoir-faire à vendre. La noblesse du tissu, la finesse de la couture et la justesse des finitions ont fini de tisser une belle réputation à la patronne de Belle Dame Couture qui croit avant tout aux valeurs du travail bien fait. Ah, chez moi la qualité est garantie. Aussi bien pour les tissus, la confection, je livre dans les conditions. Fatou Mor Gaye profite bien des retombées économiques du défilé du 4 avril. Aujourd'hui, son entreprise a recruté une centaine de travailleurs qui ne s'occupent que des commandes des différents services de l'État. Vraiment, je m'en sors bien avec les commandes de l'armée et d'autres structures et ces bénéfices, je le partage avec mon équipe, mes employés qui perçoivent normalement leur salaire. Pour la Belle Dame à la couture nette, chaque 4 avril est une mission qu'elle va accomplir avec élégance. Le Premier ministre préside depuis 11 heures la réunion du comité de modernisation de l'administration publique. Nous y reviendrons. RFM. L'actualité internationale. Binta Diallo, bienvenue. Merci Antoine. L'actualité internationale avec les élections législatives en Gambie d'abord. Pas une grande affluence dans la capitale gambienne. Banjul, Antoine, se fait désirer, tout le contraire des villes de l'intérieur où l'on note un rush d'électeurs dans les bureaux de vote pour choisir leurs députés en mi-journée. La barre des 50% de votants n'est pas encore franchie. En ligne de la capitale gambienne, notre envoyé spécial Lamine Ba. Ces jours de scrutin ce jeudi sur l'ensemble du territoire national de la Gambie où plus de 800 000 électeurs sont appelés à départager 237 candidats qui se disputent les 53 sièges disponibles au sein de la National Assembly. Les Gambiens sont donc sortis tôt ce matin et ont commencé à accomplir l'acte citoyen dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures. Au centre Makati Square, situé à quelques encablures du State House, où nous nous sommes rendus ce matin, nous y avons trouvé des citoyens gambiens sereins qui saluent le déroulement du vote.
waaw vote naa waaw élection moom macha allah élection moom bii moom daanaka dafa ute yeneen élection yu bëri na parce que bii moom dafa transparent fair ay pare soo ñëwee doo soona da ngaa ñëw rek nga sànni rek dem. man maa ngi tudd Jama Ndiaye. élection bi ni ma ko gisee anyway yëpp a ngi clair. waaw yëpp mu ngi clair yëpp a ngi smooth anyway noonu laa ko gisee ci élection bi nii. Les attentes sont fortes pour la nouvelle assemblée qui va être constituée. maa ngi tudd Seydou Diallo. ñu ngi ciy xaar daal ñun luñ ci mun ñu def ko ñoom. man Ibrahima Kor. xanaa mu liggéey Banjul nga ñun ñu ngi Banjul central. waaw mu liggéey Banjul loolu lañ bëgg a fu mu nekk liggéey central comme ni mu ko war a liggéeyee. taxawaayu ñun tamit ak ñun yuut si mu taxawaalal ñu bu baax a baax. mooy yuut si ñun ñoo reewa yuut si. Sur le plan de l'organisation, la logistique nécessaire au bon déroulement du vote est aussi bien en place si l'on se fie aux propos d'un responsable de la AIC, la commission électorale indépendante ce matin sur les zones de la radio nationale gambienne. Le scrutin est également bien sécurisé car plus de 3000 policiers sont mobilisés sur l'ensemble du territoire gambien pour veiller au bon déroulement du vote. La fermeture des bureaux de vote est programmée pour 16 heures, mais pour l'heure, le taux de 50% de votants n'est pas encore atteint, même si on note une plus grande affluence à l'intérieur du pays comparé à la capitale Banjul. L'innovation pour ce scrutin, il faut le mentionner, réside dans le fait que le décompte des voix se fera sur place juste après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats devraient donc être connus les heures qui suivent le scrutin. Lamine Ba, Banjul, Radio Futur Média. Lamine Ba, vous l'avez dit, les bureaux de vote devraient fermer à 16 heures et les résultats devraient suivre. Antoine, Mali à présent, où un soldat français a été tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Un accrochage avec des terroristes lors d'une opération dans le sud-est. Il s'agit du caporal chef du 6e régiment du génie d'Angers. François Hollande, le président français, a salué le sacrifice consenti dans un communiqué. Et nous restons au Mali. Une opération militaire d'envergure a été déclenchée. Cela se passe à la frontière avec le Burkina Faso, opération conjointe entre soldats burkinabés et maliens. Le point avec Awambaye. L'opération Panga a démarré sur le terrain. Le Mali, le Burkina Faso et la France, 3 pays qui agissent en même temps. Selon RFI, depuis le 26 mars, des centaines de soldats enchaînent ainsi les opérations dans la zone d'Omberi, entre Gao et Mopti, dans le centre du Mali. L'objectif de l'opération Panga est de débusquer des terroristes qui se cachent dans la forêt à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Selon des sources sécuritaires, cette forêt abriterait beaucoup de présumés terroristes. Un poste de commandement tripartite a été installé à Mopti pour coordonner les actions de l'opération de coopération transfrontalière Panga qui doit encore durer quelques jours. Le procès des disparus du Novotel en Côte d'Ivoire dans sa dernière ligne droite. Ils sont au total 10 hommes, la plupart des militaires fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo, poursuivis pour l'enlèvement et le meurtre de 4 personnes à l'hôtel Novotel d'Abidjan. Les faits se sont déroulés en 2011 en pleine crise post-électorale. Sodacham. Ils étaient 3 avocats à plaider ce mercredi matin devant la cour d'assises de Yopougon. Maître Adier, le bâtonnier, a assuré devant les jurés que l'arrestation et l'assassinat de ces civils par des hommes de la garde républicaine fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo étaient démontrés. Maître Conan a dénoncé l'ignominie de ces actes commis il y a 6 ans au palais présidentiel par des militaires qui ont trahi leur serment de loyauté. Et puis, Maître Clémence VIII a décrit minutieusement pendant 1 heure tous les éléments permettant de reconstituer ce kidnapping mortel du 4 avril 2011 qui a conduit à la torture et à la mort du directeur du Novotel, du patron de l'entreprise Sifka et de 2 de ses employés. 4 victimes d'une bande qui, dit-elle, dénie le droit des familles à la vérité et au pardon, puisqu'à aucun moment de ce procès, le général Dogboblé, le commissaire Osé Logué, les meneurs ou commanditaires de cette expédition macabre n'ont eu de mots ou de regards pour les parents de Stéphane Franz, dit Ripel, venu de France pour assister aux audiences. Pas même un mot ou un indice pour permettre de retrouver les cadavres de 3 des 4 disparus. Ce qui, souligne l'avocat Clémence VIII, est une torture supplémentaire pour les familles qui, ayant perdu leurs proches, ne peuvent même pas faire leur deuil devant leurs dépouilles. Un autre procès Soda, mais cette fois-ci de complot contre des militaires burkinabés. Le verdict est attendu aujourd'hui. Des militaires accusés d'avoir attaqué un dépôt d'armes en janvier 2016. Le parquet militaire de Ouagadougou a requis des peines allant de 2 à 20 ans de prison ferme. C'est tout, Antoine, pour cette page internationale. Merci, Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la polémique autour de la manifestation d'Y en a marre et de la contre-manifestation du secrétaire d'État à la communication. Nous allons en parler dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Antoine. Le football d'abord avec le classement FIFA du mois d'avril. Le Sénégal perd 2 places. Les Lions quittent la 28e place pour la 30e mondiale. Mais au plan africain, le Sénégal qui a concédé 2 matchs nuls lors des 2 derniers matchs dates FIFA occupe toujours la 2e place. Derrière l'Égypte, première nation africaine, le Cameroun, champion d'Afrique en titre, et 3e africain. Au plan mondial, le Brésil est le nouveau numéro 1. Les Oliverdais ont enchaîné 8 victoires d'affilée, déjà qualifiées pour la Coupe du Monde Russie 2018. L'Argentine en difficulté, reléguée à la 2e place. L'Allemagne, championne du monde en titre, et 3e mondial. La Guinée-Bissau veut retourner à la CAN. Après une première expérience au Gabon en 2017, les Djurtous veulent se qualifier pour la CAN 2019 au Cameroun. Pour ce faire, l'équipe va se renforcer. Selon le président de la Fédération bissau-guinéenne de football, Sola Cham l'a rencontré. Après sa participation pour la première fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée-Bissau rêve grand. Le président de la Fédération bissau-guinéenne pense déjà aux préparatifs pour les éliminatoires de la CAN 2019 avec des matchs amicaux au menu. Manuel Nascimento. On est là pour jouer avec la Mauritanie encore, avec le Sénégal, pourquoi pas. C'est un rêve parce que j'ai toujours rêvé de faire un match amical et avoir une chance de rencontrer poule avec Sénégal parce que quand on joue avec une équipe qui a beaucoup de l'expérience, où il y a un lien de sang. Donc on se sent très fier de montrer notre capacité. Avec l'exploit créé en 2017, beaucoup de joueurs binationaux pourraient rejoindre les Djurtous avec un entraîneur local à la tête, estime le président de la fédération. Nous avons des joueurs, Brouma, qui joue à Galatasaray. C'est un joueur qui est très coté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à Lisbonne, qui sont nés à Paris, les groupes Mendes, Gomis, qui veulent tous venir jouer pour notre sélection. En Espagne, même en Suède. Avant, quand on faisait des propositions à certains joueurs qui n'ont pas la fierté de jouer pour notre drapeau, ils disent « Ah non, la Guinée-Bissau ne gagne jamais ». Aujourd'hui, on est là, on a montré notre capacité, notre savoir-faire. On a parié dans un entraîneur local. Et donc, le résultat est là. Malgré les difficultés économiques qui sévissent dans leur pays, Manuel Nascimento se dit prêt à faire son fort possible pour le développement du football bissau-guinéen. Son rêve également, voir les Djurtous faire mieux durant la CAN 2019 que lors de la précédente. Sola Cham, donc le président de la Fédération bissau-guinéenne de football, qui annonce qu'il va prendre Khalidou Fadiga, l'ancien international sénégalais, comme conseiller. Oui. Il est actuellement à Dakar, la Guinée-Bissau, pour la CAN 2019, pour les éliminatoires et dans le groupe K avec la Zambie, le Mozambique et la Namibie. Le beach soccer, les Lions clôturent leur regroupement fermé demain vendredi. Depuis lundi, ils effectuent un stage au centre technique Jules-François Bokandé de Toubab Dialaw. C'est leur premier stage dans ce centre où un terrain d'entraînement pour le beach soccer a été aménagé. C'est un endroit propice donc pour une bonne préparation, selon le capitaine Alseni Ndiaye, que je vous propose de suivre. Ça permet à l'équipe de s'isoler et de se concentrer aussi davantage. On est à la dernière ligne droite, l'ambiance du groupe est là, il y a la solidarité, Dieu merci, il n'y a pas de blessure et tout le monde se concentre sur l'objectif qui est la demi-finale. On prie le bon Dieu de nous faciliter la tâche. C'est vrai que ça ne sera pas facile avec notre poule, avec la Suisse, le Bahamas pays organisateur et l'Équateur aussi qui a éliminé l'Argentine. On sait que l'Argentine fait partie des meilleures équipes du beach soccer, donc on va se concentrer sur notre objectif. Il y a quelques joueurs nouveaux, mais je pense que la moitié des joueurs, chacun a joué une Coupe du Monde. Donc je pense que sur les 16, il n'y a que 4 qui n'ont pas encore joué une Coupe du Monde. Tout le monde a joué une Coupe d'Afrique. Il y a 4 joueurs qui n'ont pas encore joué la Coupe du Monde. Donc ils vont vite adhérer avec l'expérience qu'on a, on le partage avec eux et voilà quoi.
Alseni Ndiaye, le capitaine de l'équipe nationale de beach soccer. Ces joueurs sont donc à regroupement fermé à Toubab Dialaw. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, va participer à la Coupe du monde de beach soccer prévue du 27 avril au 7 mai prochain au Bahamas. Le basket féminin, suite et fin des quarts de finale de la Coupe de la Ligue de Dakar. Ça se passe au stadium Marius Ndiaye cet après-midi à 16h. Asfo Duc, suivi de Giraffe Derklé Basket Loisir Club. Hier, l'AS Ville de Dakar et BOP se sont qualifiés pour les demi-finales et puis la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée aujourd'hui. À cette occasion, une conférence de débat sera organisée cet après-midi dans un hôtel de la place par le Comité national olympique et sportif du Sénégal. Cette journée a été lancée en 2013 par l'ONU et le CIO pour promouvoir la solidarité, la tolérance, mais aussi l'intégration sociale. Youssouf Bodian, merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Nous avons en effet communié avec nos veillantes forces de sécurité et de défense. Nous avons célébré nos preux anciens combattants et applaudi notre jeunesse intrépide aux côtés d'autres composantes civiles. Bref, ce fut le respect d'une tradition qui sanctifie un moment que nous avons en partage. Et nous pensons que 57 années de souveraineté, c'est la longue construction d'un État, c'est aussi la consolidation de l'idée de nation pour que chaque jour raffermisse son tissu social. C'est pourquoi il y a aujourd'hui nécessité de pacifier notre espace public et de procéder à une trêve des confiseurs sur le front des adversités politiques. Nous devons nous rappeler pour cela les propos empreints de sagesse venus d'une haute autorité religieuse et morale qui sont une invite à la réconciliation et à une paix des cœurs et des esprits. Ils illustrent, à notre avis, une belle leçon administrée aux politiques pour qu'ils comprennent que le champ qu'ils occupent ne saurait être réduit, comme c'est le cas, à celui des haines inextinguibles et des outrances de toutes sortes. Même si chez nous, la pratique politique de ses lointaines origines à nos jours est demeurée par essence, dans les limites de l'acceptable, une éternelle confrontation entre camps irréductibles. Loin de nous, cependant, toute idée de gommer cette dernière au profit d'une uniformisation des pensées et des actes. Pour autant, cette confrontation, dans une démocratie moderne, doit-elle épouser de vieilles méthodes bâties autour des seuls rapports de force ou de pouvoir qui ne laissent aucune place à la discussion ou la recherche de compromis devant certains impératifs qui commandent un mieux-être? Alors, donnons raison au philosophe Patrice Canvez, pour qui toute action politique est une tentative de résolution effective de problèmes affectant la vie et l'existence des humains, donc des problèmes communs qui ne peuvent être résolus qu'en commun. Sans remettre en cause le sacro-saint principe d'une majorité gouvernante face à une minorité opposante, cette réflexion aurait pu être la source de méditation pour nos politiques. Elle les pousserait à hisser la tolérance au rang de première vertu dans l'action publique. Cette tolérance sans laquelle il ne peut y avoir d'espace à minima permettant de s'accorder autour de l'essentiel. Ce qui nous fait dire que le mal politique sénégalais s'apparente à un excès de présomptuosité, voire même d'arrogance, porté en bandoulière par beaucoup de membres de cette classe dans le rapport avec l'intelligence des citoyens. On en mesure d'ailleurs la réalité à travers les propos, des comportements, de véritables bravades pour aficionados de la politique d'un genre nouveau venant de tous les bords. Ils sont ceux qui ramènent toute compétition électorale aux seules surenchères verbales et autres poncifs comme élément de langage contribuant à situer tout débat au ras des pas corrects. Il faut y ajouter un embrigadement sur fond de déploiement de gros moyens financiers pour obtenir des citoyens une fonction élective. Au vu de tous ces faits et bien d'autres, nous avons obligation à assainir nos mœurs politiques. Il faut que le libre jeu de la démocratie s'ordonne désormais autour d'exigences de normes qui tiennent compte de la qualité des acteurs, ce qui serait une révolution copernicienne dans un univers peu porté au changement de comportement. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Dekediop. Veillée d'armes. Ce jeudi, veille de rassemblement au pluriel. Du côté de Y'en a marre, comme du côté de la mouvance présidentielle, l'on affûte ses armes. Une guerre des mots à la une de l'Observateur, Yakham Mbaye contre Kiat. Et l'Observateur craint des affrontements demain à la place de l'Obélisque. Déjà, des joutes verbales. Yakham Mbaye qui persiste dans l'organisation de sa manif, si bien sûr elle est autorisée par le préfet, déclare que Y'en a marre et ses semblables appellent à un coup d'État. Mais le secrétaire d'État à la communication précise que les
membres du régime ont le droit de s'opposer à la forfaiture. Y'en a marre faisant fi de la loi. Cela est d'autant vrai aux yeux de Yakham Mbaye qu'il a déposé sa demande d'autorisation de marche le 30 mars alors que Y'en a marre a déposé la sienne le 31. La réplique de Thiat n'a pas tardé dans l'Observateur. Pour lui, Yakham Mbaye et compagnie sont dans la provocation. Mais qu'il sache que, et Thiat le dit avec conviction, les jeunes de Y'en a marre ne se laisseront pas faire. Ils vont tenir le rassemblement et c'est pour dénoncer la gestion de l'actuel régime. Et Y'en a marre n'est pas seul dans ce combat, surtout à quelques mois du renouvellement de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la Tribune souligne que les élections législatives et présidentielles qui se profilent à l'horizon laissent présager de chaudes empoignades entre le pouvoir et l'opposition. Et si l'on s'en tient à mon confrère, un tout sauf Macky est en gestation au moment où le pouvoir fait des pieds et des mains pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. L'opposition cherche la meilleure formule pour mutualiser ses forces dans le dessein de forcer Macky Sall à la cohabitation. Mais est-ce que le Parti démocratique sénégalais pourra y jouer un très grand rôle? Pas si sûr au regard des difficultés que traverse le parti. Le Témoin propose à ce propos un dossier consacré au parti de Maître Abdoulaye Wade. Le difficile retour dans l'opposition. De la conquête du pouvoir à sa perte en passant par son exercice, Serigne Saliou Gueye raconte aux pages 5, 6, 7 et 8 du journal Le Témoin la longue marche du PDS. Dans Vox Populi, c'est la crise au Parti socialiste qui est mise en exergue. Et aujourd'hui, c'est Ousmane Tanor Dieng qui se livre sur son différend avec Khalifa Sall et son camp. Aucun problème personnel cependant, précise le secrétaire général du Parti socialiste. La PR n'est pas épargnée par les remous. À Yoff, le journal Le Quotidien relève une bataille entre apéristes pour le contrôle de la collectivité Lébou. Et par prolongement, mon confrère parle d'un Diouf Sarr face à Amadou Ba pour la conquête de Yoff. Une bataille en vue entre deux ministres du gouvernement de Macky Sall. En cause, le journal Le Quotidien explique que des Lébou de Yoff ont décidé d'afficher leur soutien au ministre Amadou Ba pour la conquête de Dakar. Mais en conférence de presse lundi, le Conseil des notables de Yoff a réitéré sa fidélité indéfectible au maire Abdoulaye Diouf Sarr. Retour sur le discours du chef de l'État. Son discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Sud Quotidien s'arrête sur la volonté de Macky Sall de rémunérer les chefs de village. Un dossier sur le sujet. La rémunération de la discorde des responsables de l'opposition parle d'une décision électoraliste et propagandiste. Un mauvais procès selon la majorité présidentielle. Un entretien avec Talla Sylla dans l'Obs du jour. Au menu entre autres la gestion de la mairie de Thiès, Idrissa Seck, ce qui le lie à la première dame Marième Faye Sall. Loin de la guéguerre politique, des chiffres qui font froid dans le dos à la une de Libération. Tout simplement glaçant. La marine a repêché 16 cadavres de pêcheurs. Selon Libération, le bilan pourrait s'alourdir. Le drame s'est produit après le chavirement de leur pirogue au sud des côtes casamançaises et les recherches se poursuivent avec l'appui de la France. La santé à la une d'enquête. Le visage pas du tout reluisant du secteur. La carence de spécialistes dans la santé que enquête assimile à une grande épidémie. 8 régions sur 14 n'ont pas d'ophtalmologiste, 15 pneumologues pour tout le Sénégal, 50 radiologues dont 1 à Thiès, les 49 restants à Dakar. 32 psychiatres seulement, informe le quotidien Enquête. Du nouveau dans l'affaire de la mort de Eliman Touré au commissariat du port, le quotidien LAS nous apprend ce matin que l'on s'achemine vers l'inculpation des policiers incriminés. Selon LAS, maître Jorge Chiba a saisi le président de la chambre d'accusation d'une requête spéciale pour lui demander de faire déférer les officiers de police judiciaire mis en cause pour qu'ils soient inculpés. Sport pour terminer, des nouvelles de Sadio Mané. L'international sénégalais a contracté une blessure au genou le week-end dernier lors d'un match Liverpool-Everton. Saison terminée. L'Obs et Stade semblent avoir puisé à la même source. Sadio Mané, opéré et absent 2 mois. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Polémique autour de la manifestation d'Y en a marre et de la contre-manifestation du secrétaire d'État à la communication. Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? 2 intervenants en ligne. Youssou Touré, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire d'État à l'alphabétisation, membre de l'APR. Alassane Seck, bonjour. Bonjour Antoine. Vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Alors, d'abord Youssou Touré, comment voyez-vous ces contradictions autour d'une manifestation et d'une contre-manifestation? Je vous remercie. Vous savez, c'est la contradiction qui fait avancer les choses. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Seulement, je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal, nous l'avons toujours dit, est une démocratie majeure. Donc, si des citoyens estiment qu'ils ne sont pas contents de la façon dont on gère le pays, s'ils estiment qu'ils doivent le manifester, mais on les laisse manifester. Il n'y a pas de problème.
Donc, de ce point de vue, je crois que l'essentiel, c'est de préserver la paix sociale. L'essentiel, c'est de préserver la paix civile. Nous sommes tous d'égale dignité. Nous sommes tous des Sénégalaises et des Sénégalais. Le seul problème, véritablement, Y'en a marre s'est tué pendant 5 ans. Oui. La raison de leur silence, on ne sait pas. Pourquoi ils se sont tués, on ne sait pas. Aujourd'hui, je crois que ce pays est sur les rails de l'émergence. Maintenant, c'est normal que des Sénégalaises, que des Sénégalaises et des Sénégalais estiment qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais c'est ça aussi la politique, c'est ça la société. Ce pays n'est pas un paradis, il ne sera jamais un paradis. En d'autres termes, vous maintenez votre opinion comme quoi la contre-manifestation ne doit pas avoir lieu. La contre-manifestation est contre-productive. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On n'a pas à organiser une contre-manifestation, mais quand même, si des citoyens estiment qu'ils ne sont pas contents, on les laisse manifester leur mécontentement. Où est le problème? On revient à vous, Youssou Touré. Alors, Alassane Seck, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Oui, Antoine, je vous remercie. C'est juste pour voir avec mon ami Youssou Touré, pour une fois, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est à la limite ahurissant qu'un membre du gouvernement puisse s'adonner à ce genre d'enfantillage. À mon avis, c'est à la limite des actions puériles. Parler de contre-manifestation au Sénégal, ça nous paraît ahurissant en 2017. Parce que récemment, je pense que la Ligue avait sorti un communiqué pour dire que les libertés de réunion, les libertés d'expression étaient bafouées au Sénégal de façon systématique. Oui. Il n'y a pas longtemps, on a signalé beaucoup de refus systématiques de l'autorité administrative, des manifestations de l'opposition. Et les gens étaient émus de cette situation et Amnesty en son temps avait fait donc dans son rapport 2016 ce constat malheureux. Aujourd'hui que le préfet est peut-être en veille ou autrement est attendu, qu'un membre du gouvernement se lève, un jeune responsable du gouvernement, ancien journaliste, pour prôner une contre-manifestation, ça nous paraît sidérant. Donc nous souhaitons que c'est une preuve de refus de contradiction et de démocratie. Absolument, ça c'est évident. À la limite, pour nous, c'est les enfantillages. Quelqu'un qui veut faire peut-être un buzz, si vous voulez, c'est l'appellation, qui veut se faire remarquer. Et c'est triste quand même qu'en 2017, un responsable du gouvernement, je pèse mes mots, puisse prendre cette responsabilité. Heureusement qu'il est seul dans sa décision, parce que je n'ai pas entendu une autre personne responsable de son camp prôner cette situation que lui, il est en train de dire. Donc, c'est pas, nous, on souhaite que la responsabilité soit vraiment... Laissez Y'en a marre manifester librement. Oui. Et ça, c'est évident. Oui. Y'en a marre comme demain, la synthèse, l'UNSAS, pour n'importe quelle association de collectif de quoi, je ne sais pas quoi, puisse avoir le droit de manifestation. Et c'est constitutionnel. Très bien. Je ne vois pas en quoi ils peuvent faire une contre-manifestation. C'est ridicule. Oui. Très bien, on revient à vous. Youssou Touré, et toutes ces attaques et contre-attaques entre Y'en a marre et Yakham, comment vous les voyez? Non, je crois qu'il ne faut pas trop aussi individualiser, personnaliser le débat. Yakham aussi, le ministre Yakham est un Sénégalais à part entière. Il a fait raison. Quand même, il faut respecter le choix des uns et des autres. Nous sommes en démocratie. Il ne faudrait pas aussi qu'il en profite pour, excusez-moi de l'expression, fusiller Yakham. C'est un Sénégalais à part entière. Il a le droit d'émettre son opinion. Donc, de ce point de vue, il faudrait que ça soit très clair. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes d'égale dignité et nous sommes presque d'égale compétence. L'essentiel, c'est qu'on se respecte. Le ministre Yakham a le droit d'avoir son avis, d'avoir son opinion. Là, véritablement, on ne peut pas le lui refuser. Lui refuser cela. Mais nous avons beaucoup de raisons aujourd'hui de parler de Y'en a marre à mal. Nous avons beaucoup de raisons, mais on ne le fera pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la stabilité sociale du pays, c'est la stabilité politique. Vous savez ce que nous ne savons pas sur Y'en a marre? Est-ce que vous savez ce que nous ne savons pas sur Y'en a marre? Nous en savons beaucoup. Qu'est-ce que vous savez et que nous ne savons pas? Non, nous ne le dirons pas parce que nous sommes des hommes d'État. Nous respectons l'État. Nous avons été éduqués bien avant qu'on soit... On a quand même entendu des révélations venant de votre camp concernant Y'en a marre. Mais écoutez, nous en savons beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais nous ne sommes pas là pour faire dans le déballage parce que nous sommes des hommes responsables. Nous sommes des responsables. Nous sommes des hommes responsables. Yakham, le ministre Yakham a des arguments pertinents, mais il se trouve tout simplement que nous ne voulons pas aujourd'hui que ce pays sombre dans
situation qu'on va regretter demain. Très bien. Ce que nous devons faire, c'est pacifier l'espace politique, pacifier l'espace social. Il faut qu'on évite véritablement d'entraîner ce Sénégal-là, d'entraîner notre pays dans des situations qui peuvent être regrettables demain. Merci. Youssou Touré, secrétaire d'État à l'alphabétisation, membre de la paix. Alassane Seck, pour finir avec vous, pacifier l'espace politique, c'est ce que dit Youssou Touré. Mais comment pacifier cet espace politique avec tous ces déballages? Mais Antoine, ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que la paix sociale n'exclut pas un rassemblement pacifique. Je pense que le principe, c'est le rassemblement pacifique, une marche pacifique. Ça va dans l'ordre normal de toutes les nations du monde. Oui. Une nation moderne, par définition, accepte que l'autre, l'opposant, puisse s'exprimer pacifiquement. C'est le mot qu'il faut surtout souligner. Et alors, il n'y a pas de risque de guerre sociale ou de guerre civile du tout. Que les gens puissent exprimer leur doléance, c'est une situation souhaitable. Heureusement, pour pouvoir expurger leur appréhension, leur ressentiment, les gens peuvent s'exprimer pacifiquement. Donc, si quelqu'un, une personne individuelle, et c'est le cas, s'exprime, demande qu'on fasse une contre-manifestation, on dit que à la limite c'est ridicule. Parce qu'il le fait à quel titre? En tant que membre d'une association, d'un parti politique. Si c'est son parti qui l'avait alors réclamé ou bien avait donné des instructions dans ce sens, on aurait compris. Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'on puisse laisser les gens s'exprimer dans tous les cas de figure. Et le plus important, c'est de le faire pacifiquement. Merci Alassane Seck. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. C'est fini pour Point de vue. La météo avant le rappel des titres. Le ciel restera pratiquement dégagé sur une bonne partie du territoire au courant des prochaines 24 heures. En dépit de la légère baisse prévue des températures, le temps chaud se maintiendra surtout à l'intérieur du pays où les maxi diurnes vont varier entre 41 et 45 degrés. Toutefois, sur le long du littoral, notamment à Dakar et Cap Skirring, la chaleur y sera moins ressentie. Les pics de la journée ne dépasseront pas les 27 degrés. La sensation de fraîcheur nocturne et matinale sera admise sur le littoral nord, particulièrement à Saint-Louis et Dakar. Le rappel des titres à présent. Y'en a marre à l'écoute de l'autorité administrative pour sa manifestation de demain. D'après une source contactée par RFM, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. C'est parce que le pouvoir reste fondé que les yanamaristes n'ont plus la capacité de beaucoup mobiliser. Élection législative de juillet prochain. Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye et Hélène Tine en discussion pour faire cause commune. Cela pourrait aboutir d'après le leader de PASTEF. Taximens en danger aux heures avancées de la nuit. Leurs vies sont en péril. Un d'entre eux a été agressé hier et son véhicule volé. Pour assurer leur sécurité, certains ont cherché une arme blanche. D'autres par contre préfèrent garer leur véhicule. Nous avons fait dans ce midi le portrait d'une grande couturière, Fatou Mor Gueye. C'est elle qui confectionne depuis 40 ans les tenues des corps militaires et paramilitaires pour les défilés du 4 avril. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop. Réalisation El Haj Daouda Diouf. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par Sornango Ngom. Tout de suite, je vous propose d'écouter ou Dalgati Hibar en rediffusion. Excellent après-midi à toutes et à tous.